certainement, ça n'améliore pas l'image, effectivement, du PS. Tout ça pour sauver un gouvernement. Pas sûr que tout le monde ait envie d'avoir des municipales et des législatives en même temps. Mais pourquoi pas, finalement, mais quel est l'intérêt, finalement, d'avoir aujourd'hui, on va avoir un déficit public qui va encore augmenter, malheureusement, et donc on va être encore la risée du monde, comme d'habitude. Et donc, Manuel Bompard lance un avertissement clair à Emmanuel Macron. Selon lui, le pouvoir tremble. Dans une prise de parole offensive, le coordinateur de la France insoumise décrit un climat politique de plus en plus instable au sommet de l'État. Pour Manuel Bompard, les signaux sont évidents. Contestation sociale persistante, défiance croissante des citoyens et fragilité des équilibres politiques. Il estime que le pouvoir exécutif est aujourd'hui affaibli, incapable de répondre efficacement aux attentes des Français. Hausse du coût de la vie, sentiment d'injustice sociale, tension démocratique. Autant de facteurs qui, selon lui, alimentent une colère profonde dans le pays. Face à cette situation, Manuel Bompard met directement en cause Emmanuel Macron, qu'il accuse de rester sourd aux revendications populaires. Il considère que cette posture pourrait aggraver la crise et accentuer la rupture entre le pouvoir et les citoyens. Le pouvoir tremble, une formule forte qui se veut à la fois un constat et un avertissement. Pour lui, si aucune réponse politique majeure n'est apportée, la situation pourrait encore se détériorer. La France est le pays qui a le plus dérapé sur ses comptes publics, que ce soit le déficit, la dette publique. Tous les pays de la zone euro, de l'Union européenne, ont fait des efforts d'assainissement budgétaire. C'est très chill. Mais non, mais c'est une réalité. Voilà, le rapport avec le Mercosur. Mais si, justement, c'est que si la voix de la France ne porte plus aujourd'hui, c'est que comme on a complètement dérapé, on n'a pas du tout respecté les règles européennes, eh bien quand la France a quelque chose à dire, finalement on dit non, écoutez, les Français, vous pouvez pas vous la ramener parce que globalement, vous ne respectez pas les enjeux. Donc ça qui est très grave aujourd'hui, et par contre je suis d'accord effectivement sur le fait que M. Macron aujourd'hui, bon, il arrive, voilà, comme le oui, mais sur la philosophie, mais vouloir censurer un gouvernement qui pourtant a voté contre le Mercosur, peut-être qu'on peut écouter votre partenaire, ex-partenaire Olivier Faure du Parti Socialiste sur notre antenne, c'était hier. Lui, il comprend pas très bien la logique. Moi, je crois que je comprends très bien sa logique. Il comprend pas la. Ce que l'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est d'avoir beaucoup varié sur la question. J'y viens. Et je dis simplement que ça, c'est vrai. Emmanuel Macron a été pour, contre. On a eu un peu le vertige. Mais à la fin, il dit non. Et donc, au moment où il dit non et où il le dit à l'ensemble des Européens, où la France vote contre et où on a un vote au Parlement européen dans quelques jours, où il faudra que tous les Français votent contre avec un certain nombre de parlementaires de tous les autres pays, ce serait absurde de dire que à ce moment-là, nous censurons le gouvernement. Il dit que c'est absurde, ça n'a aucun sens. Oui, ben je salue sa créativité pour trouver des excuses pour ne pas censurer le gouvernement. Je remarque qu'il il en trouve toujours une bonne. Mais si maintenant Monsieur Faure considère que Emmanuel Macron a très bien agi sur la question du Mercosur depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je pense là aussi qu'il aura du mal à défendre cette position dans le pays. Donc évidemment, quand on sanctionne ce gouvernement, quand on se sanctionne ce président de la République, on ne le sanctionne pas uniquement en raison de son dernier vote, mais en raison de l'ensemble de son œuvre. Et en l'occurrence, sur la question du Mercosur, l'ensemble de son œuvre, c'est qu'à la fin, on prend le risque de se voir imposer cet accord avec une France dont la voix a été totalement minorisée, une France qui se fait imposer cet accord et un président de la République qui, au dernier moment, contraint et forcé, décide de voter contre, au moment où il sait très bien que voter contre, ça n'empêchera pas la ratification de cet accord. Donc si ça convient à Monsieur Faure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demandez-lui à lui. C'était quand même l'avis du Parlement à l'unanimité, Sénat et Assemblée compris, de voter contre. À la limite, pour une fois, le président vous a plutôt suivi. Ah, là, vous avez raison sur le fait que grâce à l'initiative de la France insoumise dans sa niche parlementaire au mois de novembre, nous avions réussi à faire adopter à l'unanimité. En tous les cas, il y avait une cohérence. Pardon? Il y a une cohérence dans les votes non, pour le coup. Mais mais ça ne change rien. Mais est-ce que vous, quand on regarde votre texte de censure, finalement, c'est davantage le Venezuela dont il est question dans votre texte que du Mercosur? Ah non, je crois que c'est assez clairement le Mercosur, mais après on peut parler des autres sujets si vous avez mis beaucoup de choses de la situation internationale. Mais attendez, et on va pas en rester juste aux commentaires politiques. Maintenant, la question qui est posée, qui nous est posée à tous, est la question suivante. Est-ce qu'on pense est-ce qu'on veut que cet accord s'applique à nous? Donc, pour ça, on a un certain nombre de voies de recours possibles. Il va y avoir un vote au Parlement européen. Donc, il faut que tous les députés, les eurodéputés français votent contre, quelle que soit leur étiquette politique. Il va y avoir la possibilité de saisir ça fait pas beaucoup
qu'on appelle la Cour de justice de l'Union européenne, parce que s'il y a une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, elle est suspensive, c'est-à-dire que tant que la Cour de justice de l'Union européenne n'aura pas répondu, l'accord ne s'appliquera pas. Et moi, je dis ici qu'en dernier ressort, le président de la République devrait dire que si le Mercosur nous est imposé, la France refusera de l'appliquer en France. Et j'ai noté qu'il y a quelques jours, le Premier ministre, Monsieur Lecornu, c'est possible, ça ? Justement, j'allais y venir. J'ai noté qu'il y a quelques jours, Monsieur Lecornu a dit on peut interdire et on va interdire l'importation en France de produits qui ont été produits à l'aide de 5 pesticides qui sont interdits en France. Il a dit on va interdire les importations. Eh ben, on peut tout à fait étendre cette même logique pour refuser d'importer des produits qui seraient produits dans les pays du Mercosur en utilisant des pesticides interdits en France ou avec des normes sociales qui sont inférieures aux normes sociales ou environnementales. Ça créerait aussi un désavantage pour les filières supposées bénéficier de ce Mercosur qui ne pourront pas exporter contrairement aux voisins européens. Mais d'accord, mais alors après, si vous pensez c'est que l'accord Mercosur est avantageux, dans ce cas-là, faut le ratifier, mais c'est ni l'avis de l'Assemblée nationale. Il y a des filières avantagées et d'autres moins. C'est ni l'avis de l'Assemblée nationale à l'unanimité, ni du Sénat, ni du peuple français, ni manifestement des agricultrices et des agriculteurs. Je pense qu'ils l'ont amplement dit la semaine dernière. Est-ce que ces motions de censure ont des chances d'aboutir ? Théoriquement, elles en ont. Après, moi, je fais comme vous, je sais faire des calculs mathématiques. À partir du moment où le Parti socialiste dit qu'il n'a pas l'intention de la voter, ça veut dire que probablement le Parti socialiste va à nouveau sauver le gouvernement de M. Donc, elles n'ont pas de chance d'aboutir. Sauf si d'autres formations politiques qui jusque-là n'ont pas voté la censure décidaient de la voter. J'ai entendu la semaine dernière M. Retailleau dire qu'il était très opposé, que LR était très opposé à l'accord de libre-échange. Vous les appelez à voter pour la moi, j'appelle les 577 députés à voter la motion de censure. Donc, si les députés, les Républicains... Mais vous ne voterez pas celle du Rassemblement national. Non, mais nous, on vote comme on l'a toujours fait, celle qui a une chance de l'emporter, en l'occurrence celle qu'on a déposée. Je vous fais remarquer que la motion de censure qu'a renversée M. Barnier, c'est celle que nous avions déposée. La motion de censure qui a failli renverser... En tout cas, vous dites celle-ci, elle a peu de chances d'aboutir. Est-ce que s'il y avait une motion de censure déposée dans le cadre du budget, là, elle aurait plus de chances d'aboutir ? On le rappelle, les discussions ont repris sur le budget. A priori, le texte a peu de chances d'aboutir comme ça en laissant les débats se faire. Comment vous voyez la suite, vous ? 49.3, ordonnance, quelle est la situation la plus probable ? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vois pas comment un budget pourrait recevoir aujourd'hui les votes d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Je pense que dans l'état actuel des discussions, je vois pas le chemin dans lequel le budget est voté par une majorité des députés. Donc si le gouvernement veut imposer son budget, il ne lui reste que les solutions qui passent par le fait qu'il n'y ait pas de vote. Et donc là, il y en a deux, vous avez raison. Il y a le fait d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution ou le fait de légiférer par ordonnance qui serait inédit. Donc vous l'appelez à accélérer la cadence, à soit imposer le 49.3, soit les ordonnances. Moi, si vous voulez, moi je l'appelle à abandonner. Pour l'instant, eux, ils essaient d'établir le dialogue. Vous avez vu, il y a encore des discussions à Bercy aujourd'hui. Ils sont pas dans le dialogue, ils font semblant d'être dans le dialogue. Ils ont réuni les groupes aujourd'hui à Bercy. Je vais préciser parce que je voudrais pas qu'on me fasse dire quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne l'appelle pas à utiliser le 49.3, je ne l'appelle pas à utiliser les ordonnances, et je vous dis même que s'il utilise le 49.3 ou les ordonnances, nous déposerons une motion de censure. Donc je ne l'appelle pas à le faire. Moi, je l'appelle à abandonner. Mais vous allez déposer une motion de censure dans tous les cas. Je l'appelle à abandonner son budget. Non, je l'appelle à laisser tomber avec les mauvaises recettes qui mènent le pays dans le chaos. Parce que pardon, mais le sketch là, on nous l'a déjà fait l'année dernière. Et l'année dernière, certains ont cédé. Le Parti socialiste, le Rassemblement national, ils ont laissé passer le budget. Et le budget, c'est la pire croissance depuis 10 ans hors période Covid. C'est le retour à la hausse du chômage, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Donc si on veut continuer dans cette politique, il faut laisser le gouvernement faire. Moi, je veux pas continuer dans cette politique. C'est pour ça que je pense qu'il faut censurer le gouvernement. Ça serait intéressant, Derrière cette déclaration, un objectif clair. Faire pression sur l'exécutif et imposer un changement de cap. Mais cette analyse reflète-t-elle une réalité politique imminente ou s'agit-il d'une stratégie pour mobiliser et peser dans le débat public ? Le débat est ouvert.